Nous allons discuter dans cette séance l'approche socio-anthropologique d'Émile Durkheim qui a vécu de 1858 à 1917 et de son neveu Martin Mauss qui a vécu de 1872 à 1950. Tous les deux ont eu une grande influence sur la sociologie et l'anthropologie française. Nous allons nous intéresser à Martin Mauss, qui était le neveu d'Émile Durkheim. Les deux chercheurs seront abordés dans une séance pour que nous nous familiarisons avec leurs œuvres socio-anthropologiques. Nous allons ensuite nous intéresser à Bronislaw Malinowski, qui a passé un séjour assez long dans les îles du Pacifique et qui est considéré comme le père du fonctionnalisme. Nous allons ensuite nous intéresser à l'anthropologie anglaise et en particulier l'anthropologie sociale de Radcliffe Brown. Une autre séance sera consacrée à Lévi-Strauss et le structuralisme. Nous allons nous intéresser aussi à quelques autres chercheurs de son entourage en France. Une séance particulière sera consacrée à Georges Ballandier et sa socio-anthropologie dynamique qui a fortement influencé mes propres démarches. Ballandier était le directeur de ma première thèse en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. À la suite de cette présentation, je vais vous présenter ma propre approche qui dépasse la vision de la socio-anthropologie de Ballandier et inclut des thématiques comme l'immigration transnationale ou bien les effets de la mondialisation sur les cultures locales. Bienvenue à cette première séance du cours Histoire et théorie de l'anthropologie. Je souhaiterais parler aujourd'hui d'Émile Durkheim et de Marcel Mauss et de leur approche de l'anthropologie. Quelques références bibliographiques d'Émile Durkheim que nous allons traiter en début. Il a écrit de la division du travail social, les règles de la méthode sociologique, l'évolution pédagogique en France, ou encore les formes élémentaires de la vie religieuse, le système totémique en Australie. Émile Durkheim est né le 15 avril 1858 à Épinal en Alsace. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient des rabbins. Il venait d'une tradition juive, mais il avait une approche séculaire de la religion. Il est entré à l'école normale supérieure à Paris en 1879. Déjà à l'école, il a étudié et lu les classiques. Le système français de l'époque n'avait pas de curriculum en sciences sociales et c'est ainsi qu'il passe un examen de philosophie en 1882. En 1887, il commença sa carrière d'enseignant à l'université de Bordeaux. Il enseigne la pédagogie et les sciences sociales. En 1885-86, il passe une année à étudier la psychologie avec Wilhelm Wundt à Berlin, en Allemagne. En 1893, il publia de la division du travail social. En 1895, il publia les règles de la méthode sociologique et il fonda le département européen de sociologie à l'université de Bordeaux. En 1896, il fonda la revue L'Année sociologique, le premier journal de sociologie en France qui existe ce jour. En 1897, il publie Le suicide, sa célèbre étude. En 1902, il obtint une position importante à Paris, la chaire d'éducation de la Sorbonne. En 1912, il publia les formes élémentaires de la vie religieuse et sa position à la Sorbonne devient permanente.
et il la changea dans une chaire d'éducation et de sociologie. Son fils mourut pendant la Première Guerre mondiale, ce qui le toucha beaucoup. En 1917, il souffre d'un AVC à Paris et meurt peu de temps après, le 15 novembre, à l'âge de 59 ans d'épuisement. Avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France est incontestablement un pays qui a marqué l'histoire de l'anthropologie sociale et de la sociologie. Le positivisme de Kant imprégna le courant sociologique durkheimien et ce qu'il est devenu d'appeler l'école de l'année sociologique du nom de cette revue majeure que Durkheim a fondée et dirigée pendant longtemps. Cette école, y compris Durkheim, ne semble jamais très loin des préoccupations majeures de l'ethnologue, et l'on va trouver en son sein des auteurs et des travaux qui peuvent être considérés comme des jalons fondamentaux de la pensée socio-anthropologique. Je commencerai donc à discuter l'œuvre d'Émile Durkheim dans les minutes qui suivent et je me contenterai de mettre en exergue quelques traits spécifiques de cette pensée qui me paraissent avoir marqué la pensée anthropologique. Durkheim, en effet, a été reconnu par des figures marquantes de l'anthropologie comme une influence déterminante. Malinowski le faisait lire par ses étudiants et Radcliffe Brown se réclama directement de son œuvre. Les dichotomies entre le sacré et le profane, ou encore entre les sociétés segmentaires et organiques, sont devenues des catégories incontournables de la pensée anthropologique, qui reprit aussi à Durkheim la notion de représentation collective, ou l'idée qu'il existe des faits sociaux qui transcendent les différences individuelles. L'anthropologie devient sociale, et c'est sans doute un legs durkheimien qu'elle doit sa définition comme l'étude des structures sociales. L'anthropologie britannique a eu pour caractéristique principale cet héritage durkheimien qui se distingue par une certaine aversion pour l'individu et la psychologie au bénéfice des groupes sociaux. Durkheim a influencé de manière plus profonde encore l'ethnologie française. Marcel Mauss, en particulier, est régulièrement considéré comme le père spirituel, sinon fondateur de cette dernière. Or, le lien qui l'unissait à Durkheim n'était pas seulement familial. Voici quelques citations qui proviennent des œuvres de Durkheim. Considérer les faits sociaux comme des choses. Il faut éliminer les pré-notions, les présupposés, les jugements de valeur, les conceptions morales. Il faut expliquer le social par le social. Et ce qu'il a souligné, le domaine du social constitue une réalité sui generis, donc spécifique, irréductible à des causes psychologiques ou biologiques. Les faits sociaux. Selon Durkheim, les faits sociaux sont l'objet de la sociologie et de l'anthropologie. Les faits sociaux doivent être étudiés comme distincts de phénomènes biologiques et psychologiques, comme je viens de dire. Dans les règles de la méthode sociologique, Durkheim énonce une série de principes épistémologiques qui vont fortement marquer l'anthropologie moderne. Au début du XXe siècle, l'anthropologie sociale souhaite se débarrasser du biologique et elle trouve chez Durkheim un programme pour réaliser cette spécificité du social. Selon le sociologue français, en effet, la sociologie se définit comme l'étude des faits sociaux. L'anthropologie sociale, principalement dans le fonctionnalisme britannique, reprendra largement cette idée de l'originalité du social. Toute l'anthropologie classique repose sur l'idée qu'il existe un monde objectif
qui dépasse les individus et qui peut être appréhendé de l'extérieur. Durkheim lui-même prône la nécessité de l'observation des phénomènes sociaux. Après avoir distingué la sociologie de la psychologie, il la dissocie de la philosophie pour en faire une discipline positive, c'est-à-dire qui tire ses connaissances de l'observation. Tous ces éléments constituent la base même de la théorie en ethnologie. Le rapprochement avec l'ethnologie apparaît encore dans le concept durkheimien de représentation collective. Ces dernières sont définies comme des états de conscience collective et en tant que telles, elles dépassent la conscience individuelle. Durkheim ne fait pas vraiment le lien entre cette notion de représentation collective, dont l'étude est pourtant la caractéristique majeure de sa sociologie, et celle du fait social, qui d'ailleurs doit être considérée comme une chose, et devient elle aussi une notion clé de la sociologie. La même ambiguïté est présente chez Malinowski quand il définit que son but est de saisir le point de vue de l'indigène, autrement dit un système de représentation. On peut penser que pour Durkheim, comme pour Malinowski, les représentations collectives sont des réalités en quelque sorte spécifiques, comme par exemple la pensée ou les croyances, les faits, et ainsi des idées de représentation qui sont liées à une vision positiviste du monde. L'importance accordée à la notion de société est un autre facteur qui rapproche Durkheim du structuro-fonctionnalisme britannique. Dans la sociologie durkheimienne, la société est une entité fondamentale. Elle possède une réalité propre, elle transcende la somme des individus qui la composent. Il ne sert donc à rien de vouloir étudier la société sur la base des motivations et des choix individuels. La société fonctionne comme un être vivant selon Durkheim. Or, pour vivre, une société a besoin de cohésion et de régularité. Même en devenant autonome, l'individu continue d'être dépendant de la société. Selon Durkheim, c'est parce qu'ils sont différents que les êtres s'associent, ce qui est vrai du mariage, mais aussi de la division sociale du travail, et plus particulièrement de la division sexuelle du travail qui en est la forme élémentaire. La division du travail est donc un phénomène essentiel à la vie sociale, car elle permet de créer de la solidarité. Dans sa volonté de fonder une véritable science de la société, Durkheim s'est tout naturellement intéressé aux sociétés infériorisées. Par rapport aux sociétés supérieures, il considère celles-ci de façon ambivalente. Elles participent des mêmes mécanismes généraux du fonctionnement de la société, et la comparaison permet alors de dévoiler ces derniers. Il faut rappeler que Durkheim a été fortement influencé par l'évolutionnisme, et sans qu'il puisse être véritablement rattaché à l'évolutionnisme, ce courant se retrouve sous divers aspects dans toute son œuvre. D'une certaine façon, on peut même dire que Durkheim incarne bien ce passage de l'évolutionnisme au fonctionnalisme, dont il est aussi un des théoriciens précurseurs. Si l'homme est naturellement un être social, c'est-à-dire prédisposé à la vie sociale, la tâche de la sociologie est de comprendre les mécanismes de la vie en société. On pourrait dire que l'idée même de société débouche presque automatiquement sur la pluralité. La société est en effet difficilement envisageable en dehors d'entités spécifiques.
Ainsi, une des définitions les plus influentes du concept de société a été énoncée par le sociologue allemand Ferdinand Tönnies, qui vivait de 1855 à 1936. Il est intéressant de noter que cette définition comprend d'emblée une dimension comparative, puisque chez lui, le concept de société, Gesellschaft, ne s'entend pas que par rapport à celui de communauté, Gemeinschaft. Selon Tönnies, la communauté est caractérisée par la proximité affective autant que spatiale des individus. Dans la communauté de nous prévaut sur le je. L'individu se fonde dans le collectif. La société, par contre, est caractéristique des formes modernes de sociabilité et se fonde sur les intérêts personnels. L'intérêt est à la base des rapports sociaux qui sont orientés vers le marché et le contrat. L'opposition avancée par Tönnies fut reprise par Durkheim, pour qui les sociétés se différencient par deux types de solidarité. La solidarité mécanique et la solidarité organique. La première s'exprime par la similitude, les sentiments semblables qui unissent les membres. La seconde, au contraire, est faite d'interdépendance, de division du travail, et chacun participe à l'ensemble selon ses capacités. Bien que l'on n'ait pas toujours insisté sur ce fait, la place de l'individu est également un facteur distinctif chez Durkheim. Ce dernier considère que dans la solidarité mécanique, l'individu ne s'appartient pas, il est tout entier soumis à la collectivité. La solidarité organique, par contre, présuppose l'individu, chacun ayant une sphère d'action et une personnalité propre. Ici, les individus diffèrent nécessairement les uns des autres. Durkheim estime que la solidarité mécanique est plus présente dans les sociétés inférieures, entre guillemets bien sûr, mais il fait dépendre le type de solidarité de la division du travail. Plus cette dernière est rudimentaire, plus la solidarité sera mécanique et plus les individus seront semblables les uns aux autres. L'originalité des caractères n'existe pas. Par contre, chez les peuples civilisés, la division du travail est maximale et les individus diffèrent énormément. La solidarité organique se substitue peu à peu à la solidarité mécanique qui s'exprime davantage dans les sociétés à clans formées de segments similaires. Au fur et à mesure que se complexifie la société, la solidarité devient organique. Si des traces de solidarité mécanique subsistent, il n'en reste pas moins qu'il y a bien un phénomène de substitution. Durkheim estime que la société moderne serait en fin de compte plus solide et plus solidaire que les sociétés inférieures où règne une solidarité mécanique. En effet, ces dernières sont plus fragiles, les ruptures y sont plus fréquentes. Les segments qui la composent sont simplement juxtaposés. En d'autres termes, l'homme ou un segment n'est pas obligé de rester uni au groupe et chacun a liberté de faire sécession. Rien de tel dans les sociétés à solidarité organique, car si les individualités y sont plus marquées, elles sont aussi plus dépendantes les unes des autres et dès lors la solidarité y serait plus marquée. Les diverses constituantes de la société ne peuvent être aisément séparées. Durkheim affirme aussi que les sociétés segmentaires ont moins de mal à intégrer des éléments étrangers, alors que le processus d'intégration dans les sociétés organiques est plus long et difficile. En d'autres termes, la solidarité organique tresse des liens plus forts entre les hommes.
Selon Durkheim, l'altruisme est une base fondamentale de toute vie sociale et que pour vivre ensemble, les hommes doivent faire des sacrifices mutuels. Selon lui, une société ne peut se maintenir sans solidarité. Si Durkheim perçoit la nécessité d'un certain sentiment collectif dans les sociétés industrielles, il ne remet pas en cause l'idée selon laquelle l'existence de l'individu est nulle dans les sociétés mécaniques. Il est intéressant de noter comment Durkheim passe de la division du travail, c'est-à-dire une forme d'organisation, à un sentiment, c'est-à-dire la solidarité. La division du travail serait en fin de compte l'élément crucial de la solidarité entre les membres d'une société. Et c'est sans doute ce qui le conduit à penser que la solidarité augmente la complexification de la société. L'opposition entre Gemeinschaft et Gesellschaft, communauté et société, et les autres variantes de vision dichotomique du monde deviendront un thème majeur de l'anthropologie sociale naissante qui, dans sa définition comme science des sociétés primitives, reprendra à son compte l'opposition entre eux et nous. Lévi-Strauss lui-même n'hésite pas à opposer société chaude et société froide sur la base de leur degré d'historicité. L'ethnologue français reconnaissait aussitôt qu'une telle distinction ne peut être que théorique et ne correspond à aucune société concrète. Les transformations du monde contemporain nous invitent à nous interroger sur la pertinence de ces représentations dichotomiques du monde. Ces typologies se présentent comme des alternatives, des oppositions radicales. Elles transforment le monde en bloc prétendument homogène dont on se demande très vite où se situe la pertinence. La mondialisation, l'immigration ou le progrès technique rendent toute recherche de sens encore moins crédible que par le passé. Les sociétés industrielles sont loin d'avoir abandonné toute forme d'holisme, ainsi qu'en témoignent les renaissances ethniques, l'intégrisme religieux ou le multiculturalisme qui mettent en avant le besoin de reconnaissance collective aux dépens des valeurs individuelles. À l'inverse, l'absence de division du travail ou sa faiblesse relative n'entraîne en aucune façon une uniformisation psychologique des individus. Bref, la distinction classique entre eux et nous est beaucoup moins radicale que ne le suggèrent certaines classifications quand même très réductrices comme le Nord et le Sud. Ce dernier aspect de l'apport de la sociologie durkheimienne à l'anthropologie nous permet de faire des liens avec son neveu Marcel Mauss, avec qui il rédigea le texte de quelques formes primitives de classification, texte qui est légitimement considéré comme un apport majeur à l'étude des phénomènes sociaux. Ce texte est sans doute davantage cité par les ethnologues que par les sociologues, qui, dans leur ensemble, sont d'ailleurs moins sensibles à l'apport de Marcel Mauss. Le long article sur les classifications primitives est d'abord un modèle du genre, un des travaux pionniers en matière d'étude des catégories. Il s'agit d'un texte complet et difficile, sans doute susceptible d'interprétations divergentes. Il n'est d'ailleurs pas sûr que Durkheim et Mauss aient mesuré toute la portée et l'ampleur de leurs idées. Le point de départ même semble problématique, puisqu'il s'inscrit dans une perspective évolutionniste. En effet, les deux sociologues français reprennent à leur compte l'idée d'une pensée primitive. Ceux-là même qui n'ont pas manqué de critiquer Lévi-Brühl paraissent proches de ce dernier
lorsqu'il affirme qu'au début, l'homme primitif vivait dans un certain état de confusion. Entre lui et son totem, entre lui et son âme, l'indistinction totale. L'homme prend alors les caractères de la chose ou de l'animal dont il est rapproché. Les deux chercheurs parlent ainsi de confusion mentale absolue. Les gens du clan des crocodiles passent pour avoir le tempérament du crocodile. Ils sont fiers et cruels. Comme les vies brûlent, Durkheim et Mauss admettent que des bribes de cette indistinction existent chez l'homme moderne et surtout dans la vie religieuse. Mais chez les Européens, ces idées n'existent qu'à l'état de survivance. Chez les Naturvölker, les peuples de nature, par contre, la conscience n'est qu'un flot continu de représentations. Les distinctions sont fragmentaires et c'est alors que les classifications commencent à apparaître. Pour Durkheim et Mauss, les classifications semblent fonction du degré de complexité sociale. Selon eux, c'est le degré ou le niveau d'organisation sociale qui détermine le type de représentation mentale. Plus la société est simple, plus le type de représentation est simple. La connotation évolutionniste n'est pas absente de l'analyse des deux chercheurs qui soulignent que la classification n'apparaît qu'après un certain développement historique. Une classe, disent-ils, c'est un groupe de choses. Il y a quelques ressemblances et alors le processus mental de classification est une manière de construire la réalité. Les tribus australiennes. La question fondamentale, selon les deux chercheurs français, est de savoir ce qui a amené les hommes à classer. Les tribus australiennes peuvent servir d'illustration première pour commencer de répondre à cette question, car l'idée est toujours présente chez Durkheim que les aborigènes australiens constituent le groupe le plus primitif et le plus représentatif d'une société extrêmement rudimentaire. L'organisation sociale des aborigènes consiste en une division entre deux grandes sections que l'on peut appeler fratries. Chacune d'elles est divisée en deux classes matrimoniales qui comprennent à leur tour un certain nombre de clans totémiques. Tous les membres de la tribu se trouvent ainsi classés dans des cadres définis. Or, la classification des choses reproduit la classification des hommes. Les choses de l'univers sont divisées entre membres de la tribu. Les tribus de la rivière Bellinger sont divisées en deux fratries et toute la nature est divisée d'après les noms des fratries. Les choses sont mâles et femelles, le soleil, la lune, les étoiles sont soit des hommes, soit des femmes et appartiennent à telle ou telle fratrie. Chez les Wackelbura du Queensland, la nourriture est répartie entre les fratries et seules certaines classes matrimoniales sont autorisées à manger certains types de nourriture. Chaque chose, chaque moment de la vie reproduit ce type de classification. Un sorcier ne peut utiliser que les ingrédients qui appartiennent à sa fratrie. Un mort doit être recouvert des feuilles d'un arbre de sa fratrie, etc. Chez les Tsunis d'Amérique du Nord, on atteint un plus haut degré de complexité. On retrouve ici, selon Durkheim et Mauss, un système de classification en 7 classes qu'ils comprennent comme le développement ultérieur de l'organisation sociale australienne. Durkheim et Mauss semblent donc dire que les sociétés complexes ont des systèmes de classification qui le sont tout le temps.
Les classifications sont la première philosophie de la nature et sont œuvres de science. Le centre des premiers systèmes de la nature n'est pas l'individu, mais la société. Les relations sociales ont ainsi servi de base au système de classification. Ce sont les cadres de la société et non pas la nature qui ont servi de base au système. C'est parce que les hommes étaient groupés et se pensaient sous forme de groupe qu'ils ont groupé les autres êtres et ont établi des parallèles entre les deux modes de groupement. L'importance de cet essai a été largement reconnue et il apparaît aujourd'hui comme un classique de l'ethnologie. Ce fut en effet la première étude à tenter d'établir un lien entre les systèmes de pensée, les catégories et le monde réel. Pourquoi Durkheim a-t-il étudié la société primitive? Durkheim cherchait les éléments qui constituent ce qui est permanent et humain dans la religion. Ces éléments forment les contenus objectifs de l'idée qui est exprimée quand on parle de la religion en général. Je cite, « Tout est commun à tout. Les mouvements sont stéréotypés. Tout le monde effectue les mêmes activités dans les mêmes circonstances et cette conformité de conduite ne traduit que la conformité de la pensée. » C'est une citation à partir des formes élémentaires. Une autre citation, « Ces sociétés sont assez différentes de notre propre expérience. Nous sommes en mesure de voir les caractéristiques importantes. » L'intérêt de Durkheim pour l'analyse des phénomènes religieux est ancien, puisqu'il publie dès 1899, dans l'année sociologique, une étude sur la définition des phénomènes religieux et de nombreux comptes rendus sur des ouvrages de sociologie religieuse. Personnellement athée, convaincu que le rôle de la religion traditionnelle devait s'affaiblir avec le progrès scientifique, et persuadé cependant de l'importance des croyances collectives pour la vie de société, il était naturel qu'il s'intéressait à la sociologie des phénomènes religieux. La religion est conçue par Durkheim comme un phénomène qui, par-delà ses manifestations particulières, est d'essence universelle. Pour en saisir la nature, il choisit donc d'analyser la forme de religion qui, dans la perspective évolutive qu'il a héritée de Spencer et aussi de Kant, lui paraît la plus simple, à savoir le totémisme australien, que j'ai déjà évoqué, conçu comme forme élémentaire de la vie religieuse. Il est alors conduit à définir la religion. Si on la définit par la croyance en un Dieu transcendant ou par la croyance au surnaturel, la religion cesse d'être un phénomène universel, car il existe de nombreuses religions qui n'impliquent ni Dieu transcendant, ni croyance en des forces surnaturelles. D'ailleurs, la notion de surnaturel implique celle de nature, et l'opposition des faits naturels aux faits surnaturels suppose le développement de la pensée positive. Surnaturel et transcendance doivent donc être considérés comme des notions tardives correspondant à des formes particulières de religion et ne pouvant servir à définir l'essence du fait religieux. Cette essence, Durkheim la trouve dans l'opposition entre sacré et profane, commune à tous les systèmes religieux. Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites. Le problème consiste alors à expliquer pourquoi toutes les sociétés connaissent cette distinction, qu'il s'agisse des sociétés australiennes, où les membres du clan doivent s'abstenir de toucher au totem,
et manifester à son égard certaines formes de respect, ou les sociétés modernes, le drapeau par exemple. Si l'on explique les pratiques des Australiens en faisant dériver le totémisme d'une autre forme de religion, comme le culte des ancêtres ou le culte des animaux, on s'interdit d'expliquer le phénomène religieux dans sa généralité. Il faut donc en donner une autre raison. C'est, selon Durkheim, que le totem symbolise une sorte de force anonyme et impersonnelle qui se retrouve dans chacun de ces êtres sans pourtant se confondre avec aucun d'entre eux. Nul ne la possède tout entière et tous y participent. Elle est tellement indépendante des sujets particuliers en qui elle s'incarne qu'elle les précède comme elle les se vit. C'est une citation de son ouvrage. Si l'on accepte de voir dans le totem le symbole d'une force impersonnelle, extérieure à l'individu, le totémisme devient une expression particulière du sacré qui définit toute religion. La force impersonnelle dans le totem et le symbole se retrouve chez les Mélanésiens sous le nom de mana, une notion qui est l'équivalent exact du Wakan des Sioux, de l'Orenda iroquois, à savoir une force anonyme et diffuse, selon Durkheim, dont nous découvrions tout à l'heure le germe dans le totémisme australien. Fin de citation. Il s'agit alors d'expliquer pourquoi les sociétés sont conduites à concevoir cette force anonyme et diffuse dont elles considèrent les symboles comme sacrés. Pour Durkheim, une seule interprétation est possible, car la seule force réelle qui dépasse les individus et prend pour eux la forme d'une force anonyme et diffuse est la société elle-même. Je cite, « Une société a tout ce qu'il faut pour éveiller dans les esprits, par la seule action qu'elle exerce sur eux, la sensation du divin. Car elle est à ses membres ce qu'un Dieu est à ses fidèles. » Fin de citation. Toute société implique donc une autorité morale de la collectivité sur l'individu, autorité qui s'exerce non par la contrainte, mais par le respect. Ce respect est la source du sacré. Il explique par conséquent le phénomène de la religion. Le sociologue moderne peut certes adresser de nombreuses critiques à Durkheim. Il est incontestable que cet homme de cabinet fut aussi passionné et qu'il se fit surtout vers la fin de sa vie une conception de la société qui tendait de plus en plus vers une forme de spiritualité. La permanence du thème de la conscience collective, du thème de la contrainte de la société sur l'individu révèle un certain esprit de système. Mais il indique en même temps dans le suicide et dans les règles, notamment la direction que pouvait prendre une sociologie positive. Le premier de ces deux livres constitue encore un modèle de recherche, caractérisé à la fois par une puissante imagination théorique et par une grande ingéniosité méthodologique. Le second, si l'on modernise le langage, exprime de façon générale un idéal de méthode auquel le sociologue contemporain continue d'obéir. En même temps, les hypothèses et les découvertes de Durkheim indiquent des pistes de recherche dont la sociologie ultérieure devait démontrer la fécondité. Les formes élémentaires suggèrent un ensemble de problèmes qu'on insérera ensuite dans le cadre de la sociologie de la connaissance. Le suicide annonce les recherches sur le rôle de la famille dans l'insertion sociale de l'individu.
de la division du travail préfigurent les recherches concernant l'effet de l'intégration professionnelle sur l'intégration sociale. Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, montrent que de tous les classiques de la sociologie, Durkheim est probablement aujourd'hui le plus présent en France. Voici quelques constats. Essayez de les discuter en arrêtant le diaporama et répondez s'il vous plaît aux questions. Cette diapositive et votre réaction vous aidera à comprendre le savoir présenté jusqu'à ce moment. Quels sont les exemples du sacré et du profane dans l'institution à laquelle vous appartenez, croyances, valeurs, objets culturels, etc. Décrivez le groupe qu'elle définit, quelle conscience collective de l'institution est renforcée, quelles sont les représentations collectives importantes de la religion, décrivez les rituels positifs et négatifs associés à cette institution, comment ses membres réaffirment-ils leur adhésion. Voici encore une question. Essayez de répondre à cette question qui tourne autour du fonctionnalisme. Durkheim se considère plutôt comme fonctionnaliste. Il met l'accent sur la stabilité et non pas sur le conflit. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Essayez de répondre à cette approche. Durkheim lui-même se considérait comme un fonctionnaliste. Le fonctionnalisme pense que la société est un système d'éléments interdépendants dont les fonctions contribuent à la stabilité et à la survie du système. Êtes-vous d'accord avec cette théorie ou n'êtes-vous pas d'accord? Solution. Durkheim lui-même se considérait comme un fonctionnaliste. Êtes-vous d'accord avec cette théorie ou n'êtes-vous pas d'accord? Les questions précédentes vous invitaient à appliquer le savoir nouveau à une institution de votre choix. La question autour du fonctionnalisme vous invite à prendre position. Vous vous intéressez peut-être plus aux questions du changement de la société qu'aux facteurs qui stabilisent une société. Les deux approches peuvent être défendues. En sociologie, il s'agit de deux démarches souvent différentes, pratiquées par les sociologues s'intéressant à un des deux pôles complémentaires d'une société. Je voudrais continuer avec Marcel Mauss, qui a vécu de 1872 à 1950. Quelques éléments de la biographie de Mauss. Il est né à Épinal en France et il est mort le 10 février 1950 à Paris. Il était un grand sociologue et anthropologue et il est considéré comme le père de l'anthropologie française. Il était le neveu d'Émile Durkheim, il était le fils d'une sœur de Durkheim. Il assistait Durkheim surtout autour de la rédaction du suicide. Sa carrière, il succédait à Durkheim en tant qu'éditeur de la revue L'Année sociologique. En 1902, il devient professeur de religion primitive à l'école pratique des hautes études à Paris. Il fonda l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris en 1925. Il était un activiste politique proche du leader socialiste Jean Jaurès. Mauss suivra donc son oncle à Bordeaux pour devenir son premier disciple et son principal collaborateur. En 1901, il sera élu à la chaire des religions des peuples non civilisés à l'école pratique des hautes études. Et 30 années plus tard, en 1931, ce sera au Collège de France de l'accueillir en son sein. Dans les années 1940, Mauss était malade. Il ne sera plus très actif et vivra retiré jusqu'à sa mort en 1950. Les liens entre Durkheim et Mauss furent très étroits. L'oncle exerçait une sorte d'ascendant moral sur son neveu
n'hésitant pas à le critiquer sans cesse, parfois de façon très sévère. Cette contrainte morale n'empêchait pas Mauss de prendre très vite certaines distances vis-à-vis de celui qui fut pour lui une espèce de père. Sur le plan politique, par exemple, l'engagement de Mauss dans la cause socialiste fut bien plus ardent que celui de son oncle qui n'aimait guère l'aspect ouvriériste et les méthodes promptes de la violence de ce courant. La sociologie de Durkheim est d'ailleurs une sociologie de consensus qui ne connaît pas la guerre des classes. Si Mauss s'engagea de manière plus radicale, il évita cependant le marxisme et rejeta le communisme. De surcroît, ses convictions ne transparaissent guère dans sa sociologie, qui, d'un point de vue politique, n'est sans doute pas très éloignée de son oncle. Contrairement à cet oncle dont on connaît les grandes œuvres, Mauss ne rédigea pas de grands ouvrages. Cette carence ne l'empêcha pas d'écrire, et même d'écrire énormément sur les thèmes les plus divers. Mais ses écrits sont généralement de longs articles qui furent le plus souvent publiés dans l'année sociologique. On pourrait y voir un certain éclectisme que Durkheim en effet reprochait à son neveu. Il est probable cependant que ce soit l'implication de Mauss dans la revue qui l'ait contraint à diversifier ses centres d'intérêt. Très vite, Mauss va développer un intérêt marqué pour les sociétés primitives. Sa nomination à l'école pratique des hautes études lie Enghien et sa rencontre avec Fraser, avec qui il se lia d'amitié, en témoigne. Il est très vite perçu comme un ethnographe. Il a pour but de mettre les étudiants devant les faits ethnographiques et affirme qu'il ne croit qu'aux faits. Il ne deviendra jamais un véritable ethnographe et il ne conduisit pas d'enquête de terrain digne de ce nom, mais il encouragea ses étudiants à aller dans ce sens et rédigea même un manuel d'ethnographie. Cet ouvrage dresse la liste des choses que l'étudiant devra investiguer sur le terrain. Il peut se lire comme un inventaire et témoigne d'un effort louable de jeter les bases d'une science de l'observation. Cet attachement aux faits est sans doute plus net chez Mauss que chez son oncle, qui avait du mal à mettre en pratique ses convictions positivistes. Mauss fut un empiriste convaincu qui manifestait un certain mépris pour la philosophie. Selon lui, la recherche doit aboutir à des explications, c'est-à-dire à l'établissement d'un ordre rationnel entre les faits. Mauss était conscient que les institutions changent avec le temps et qu'elles sont susceptibles de se complexifier. Sa conception du fait social total symbolise bien cette richesse des faits qui ne sont jamais unidimensionnels. Une institution comme la monnaie n'est pas seulement une réalité financière, elle présente aussi des aspects politiques et moraux. Autrement dit, elle est un phénomène social total et l'analyse peut montrer comment les différentes réalités s'interpénètrent. Les faits sociaux totaux mettent en branle la totalité de la société. Ils sont à la fois juridiques, économiques, religieux et même esthétiques. Selon Lévi-Strauss, cette conception préfigure le structuralisme car elle met en avant l'idée que tout fait social forme un système, un ensemble intégré, ou encore que le social n'est réel qu'intégré en système. Néanmoins, l'œuvre de Mauss s'accorde imparfaitement avec les grands cadres théoriques. Sa pensée reste libre et échappe à toute classification. Durkheim lui reprochait notamment son éclectisme et ce qu'il considérait comme un manque de rigueur.
Il le traite de brouillon, de rêveur, de touche-à-tout. Cette prétendue superficialité transparaît peut-être dans l'incapacité de Mauss à écrire un ouvrage à proprement parler. Si son œuvre est assez vaste et surtout variable, elle s'est davantage matérialisée dans des articles de longueur variée que dans de véritables livres. On n'en reste pas moins frappé aujourd'hui par cette remarquable manière d'aborder des thèmes aussi variés que la nation, le sacrifice, la prière, le don, la notion de personne, les techniques du corps ou l'organisation sociale des Esquimaux, pour ne mentionner que quelques sujets qui furent traités avec finesse par celui qui est souvent considéré comme le père de l'anthropologie française. L'ethnologie de Mauss échappe à tout courant. Il subit des influences diverses. Même s'il ne voyage pas dans des régions dont il parle, on ressent une certaine sympathie. Pour lui, la méthode est un outil qui doit s'adapter à la réalité. Son texte, Les variations saisonnières chez les Esquimaux, contient des éléments de réflexion sur la méthode qui le rapprochent des ethnologues contemporains. À partir de l'étude de cas particuliers, Mauss entend établir des rapports d'une certaine généralité. En partant d'une citation ethnographique particulière, il reprend l'idée de Stuart Mill, selon laquelle une expérience bien faite suffit à démontrer une loi. Une proposition scientifique, selon lui, ne doit pas reposer sur l'étude d'un grand nombre de cas. Le texte sur les Esquimaux débouche ainsi sur une proposition théorique essentielle, à savoir que les variations dans les groupements des unités sociales entraînent des changements dans la morale, le droit et la religion. Laissez sur le nom. Bref, inventaire des références à Marcel Mauss dans les manuels d'ethnologie suffit à nous faire remarquer que ce texte est le plus cité et pour beaucoup d'auteurs, le nom de Mauss lui est associé. Mauss a rédigé l'essai sur le don en même temps qu'il s'efforçait d'effectuer une appréciation sociologique, selon ses propres termes, du bolchevisme russe et du fascisme italien. En même temps qu'il réfléchissait aux liens entre les nations, la division du travail entre les nations et l'internationalisme. On trouve dans les conclusions de l'essai une référence au mythe du rat Arthur et de la table ronde, métaphore de la société des nations, en laquelle les intellectuels des années 1920 plaçaient de grands espoirs. Socialiste militant, admirateur de Jaurès, Mauss s'efforçait alors de soutenir activement un parti socialiste affaibli par la scission d'où était né en 1920 le Parti communiste français. L'essai porte la trace de cette recherche de solutions politiques qui rompent avec l'idée durkheimienne de collectif intermédiaire entre l'individu et l'État. Mauss craignait en effet de retrouver la trace de ces collectifs intermédiaires dans les soviets russes et dans les organisations fascistes italiennes. Il n'est pas exagéré d'écrire que, au-delà de la critique implicite de la théorie économique de l'échange, une critique de l'aumône, tout à fait explicite, constitue le principal enjeu politique de l'essai sur le don. L'aumône est l'éthique même du don tenu pour son retour, humiliant dès lors que les pauvres acceptent de recevoir sans pouvoir rendre. Il écrit « La charité est encore blessante pour celui qui l'accepte, et tout l'effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient et injurieux du riche aumônier. » Fin de citation. Sortir les politiques
sociales de leur jeunesse charitable pour les rendre acceptables et non humiliantes, c'est d'abord en transformer la signification. L'effort conceptuel de Mauss tend à présenter les politiques sociales alors en cours de construction non pas comme des dons faits aux pauvres, mais comme des comptes dons rendus aux travailleurs en échange du don initial qu'ils ont fait de leur travail et dont le salaire ne représente pas un compte don suffisant. Ni les patrons ni la société dit Mauss ne sont quittes envers eux après le versement du salaire. Mais ce que pressent Mauss et qui ne sera tout à fait accompli qu'après 1945, c'est le mouvement qui déplace la dette sociale des entreprises vers la société tout entière, du paternalisme patronal vers l'anonymat du collectif, du don personnel qui relève de la solidarité mécanique, du don anonyme qui relève de la solidarité organique. Ce mouvement, préparé par des décennies de rapprochement entre le mouvement ouvrier, les intellectuels et la bourgeoisie philanthropique, trouvera sa pleine expression dans l'élan de la libération qui porte la sécurité sociale française. Mais aujourd'hui, 20 ans après les premières remises en cause idéologique de l'État-providence dans les années 1990, les politiques d'assistance sociale n'ont pas su éviter le risque d'une régression vers la charité. Sous des formes plus ou moins sophistiquées, ces politiques enchaînent les perpétuels donataires, les assistés, les RMistes, les pauvres, dans une dette perpétuelle. Ce qui manque aujourd'hui, ce ne sont pas tant les moyens financiers qu'un mouvement qui sache regrouper à nouveau des militants, des intellectuels et des philosophes pour sortir de l'idéologie de la proximité, de la relation personnelle et du traitement individualisé de la question sociale et pour retrouver le concept bien affaibli de droits sociaux. Pour rompre avec la charité, Mauss avait choisi de mettre l'accent sur le premier don, celui auquel répondait une politique sociale pensée comme contrepartie. Plusieurs autres pistes sont possibles pour rompre la relation de domination personnelle entre le philanthrope et ses pauvres. On peut ici mettre l'accent sur l'existence d'une mutualisation des ressources à l'intérieur d'un groupe, par exemple le groupe domestique. Les conflits au moment d'un divorce ne proviennent-ils pas justement du fait que la spirale perd son horizon temporel indéfini et qu'il faut à présent faire les comptes, relisant l'histoire passée à la lumière du divorce? On peut chercher à mettre en évidence une générosité non humiliante. C'est la tentative de Luc Boltanski pour définir une attitude spécifique, l'agapé, un amour singulier sans calcul. Une autre ligne d'analyse met l'accent sur l'anonymat des donateurs. Si le donateur ne connaît pas l'identité de son donateur, en quoi pourrait-il être engagé, contre son gré, dans une relation personnelle inégale? On pourrait considérer cet anonymat comme le principe de la redistribution par l'impôt. L'essai représente ainsi un tournant dans le rapport de la sociologie durkheimienne à la politique. Si l'œuvre de Durkheim a pu apparaître comme l'un des fondements intellectuels de la Troisième République, l'essai sur le don constitue un chaînon essentiel dans l'invention d'une sécurité sociale à la française. En affirmant que la société n'est pas quitte envers les travailleurs qui lui ont donné leur vie,
une fois qu'ils ont reçu le salaire, en affirmant qu'elle leur doit encore les moyens de vivre décemment en période de vieillesse et de chômage, Mauss rompt avec les principes charitables qui fondaient alors les politiques sociales. Il ouvre la voie à l'invention de prestations sociales qui, cessant d'être des aumônes, sont conçues comme des droits ouverts par des individus sur la société dans son ensemble. Voici encore quelques réflexions sur le don. Il est obligatoire de faire des cadeaux, me semble-t-il, se montrer ainsi généreux et digne de respect, mais il est aussi obligatoire de recevoir les cadeaux. Il faut respecter le donateur. Il faut aussi retourner le don. Il faut de cette manière démontrer que son honneur est totalement équivalent à celui du donneur d'origine. Le don est important, c'est une forme archaïque de l'échange avec ces trois dimensions de donner, de recevoir et de rembourser. Ce don maintient et renforce les liens sociaux, la coopération, la compétition, mais aussi les liens antagonistes. Les dons sont donc importants aussi dans l'amitié. Pour que les relations sociales existent, nous devons échanger. Nous échangeons en parlant, nous échangeons sur le plan économique, ou dans certaines sociétés, on échange même des conjoints. Pour parler de la contribution à l'anthropologie de Mauss, Mauss a influencé en France les sociologues, les philosophes, mais aussi les psychologues qui s'intéressent à l'ethnologie. Il a fait des études des caractéristiques de différents peuples et des différences et des relations entre eux. Voici encore quelques questions de compréhension. Répondez s'il vous plaît aux questions en arrêtant le diaporama. Cela vous permet de voir si vous avez bien compris le cours et cette conception des dons de Mauss. Qu'est-ce qu'un don? Le don est un échange et caractérisé par la réciprocité, le contre-don. Quel type de cadeau existe? Vous répondez selon vos propres expériences, par exemple des livres, des fleurs, de l'argent, etc. À qui donnons-nous des cadeaux? À nos proches, nos parents, nos amis, peut-être aux collègues. Quand est-ce que nous donnons des cadeaux? Par exemple à une occasion particulière comme un anniversaire et quand nous devons répondre par un cadeau en échange. Comment pouvons-nous donner des cadeaux? En personne, envoyés par la poste, etc. Pourquoi donnons-nous des cadeaux? L'enjeu principal est d'être lié de façon durable à des partenaires en échangeant des biens. Encore quelques questions qui vous permettent de vérifier le savoir nouveau. Quelles sont les conséquences de ne pas répondre à un don? La personne concernée ne participe pas au principe d'échange lié au don et rompt le lien social créé par le don du premier donateur. Y a-t-il des liens obligatoires? Si un acteur social veut maintenir une relation d'échange, les liens créés par l'échange des dons obligent à répondre par un don des deux côtés. Nous nous montrons alors généreux et dignes de respect. Comment se sent-on quand on n'a pas reçu un cadeau d'une valeur au moins égale? Vous répondez selon vos propres expériences, par exemple des livres, des fleurs, de l'argent, etc. Que faire si le don retourné est de valeur plus élevée? L'acteur social peut entrer dans un rapport de compétition avec le donneur. Ce rapport autour des cadeaux ostentatoires est fréquent en anthropologie, potlatch. Y a-t-il quelque chose comme un don gratuit?
Voici un essai sur le don d'Alan Kayes, c'est une vidéo sur YouTube, vous pouvez cliquer là-dessus et le visualiser, c'est assez intéressant. Repenser le management à partir des leçons de l'anthropologie, voilà qui peut surprendre a priori. Mais au fond, quoi de plus sensé? Comment penser les modalités de la bonne coopération entre les humains si nous n'avons pas une idée un peu précise de ce qui s'est toujours joué entre eux, sous des formes extraordinairement variées? Bien sûr, comme toutes les sciences, l'anthropologie est plurielle. Mais de tous ces textes, celui qui parle le mieux au plus grand nombre, celui qui va le plus loin dans l'identification de certains mécanismes sociaux universels est très probablement l'Essai sur le don, publié en 1925, de Marcel Mauss, neveu et héritier scientifique d'Émile Durkheim, fondateur de l'école sociologique française. Dans l'Essai sur le don, mondialement célèbre, Mauss déduit tout un ensemble de conclusions de morale et de sociologie décisives à partir d'un exceptionnel et très ample matériau empirique ethnographique. Ce qu'il découvre, c'est que dans les sociétés archaïques, dans ce qu'on pourrait appeler la société première, les rapports sociaux ne reposent pas sur le contrat, le marché, le troc ou le donnant-donnant, mais sur le don. C'est en acceptant de donner et de se donner les uns aux autres que les humains façonnent leur société. Ils attestent, à travers les dons qu'ils se font, qu'ils se reconnaissent mutuellement et s'accordent leur confiance, qu'ils sont désireux de passer de l'hostilité à l'alliance, de la défiance à la confiance, de la stérilité à la fécondité et du mépris à la reconnaissance de leur commune dignité ou humanité. Polyglotte et mérite, sa connaissance des textes anciens alliée à celle des récits ethnographiques du monde entier le conduit à aborder une grande variété de sujets à l'Institut d'ethnologie de la Sorbonne, à l'École pratique des hautes études et au Collège de France. La méthode de l'ethnographie, les sagas et le droit germanique, les techniques du corps, la religion, la magie, le sacrifice, la notion de personne, le rythme ou encore l'héritage. Ses élèves, Denise Paulme, comme Germaine Dieterlin ou Germaine Tillion et tant d'autres, décrivent ces cours comme passionnants et vivants, avec de multiples exemples et références, témoignant d'une grande liberté de propos et d'un refus de se conformer au cloisonnement des disciplines. Ils disent de lui « Mauss, c'est tout ». C'est un peu sur ce libre et ample savoir qu'on se propose d'ancrer une réflexion nouvelle sur le fonctionnement des hommes et des femmes au sein des organisations. Je voudrais continuer avec Lucien Lévy-Bruhl, qui vit de 1857 à 1939. Il a fait des études de philosophie. Il obtint un doctorat en 1884. Il fut nommé professeur de philosophie à la Sorbonne en 1896. Il était un ami de Durkheim et il oriente ses recherches vers la sociologie, et c'est ainsi qu'il publie en 1910 Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Il fréquente Jaurès, Maurice Lénard et s'impose comme un des grands intellectuels de son temps. Ses cours à la Sorbonne connaissent un grand succès et il décéda donc à Paris le 13 mars 1939. Dans la morale, Lévy-Bruhl s'était appliqué à montrer que toute morale théorique ou métamorale est vaine, inutile, car il suppose que la nature humaine est partout et toujours la même, alors qu'en réalité elle varie selon les civilisations.
Lévi-Bruhl donne pour tâche à la sociologie d'étudier cette variabilité de la nature humaine suivant les types de civilisation. En 1903, son ami philosophe Chaban lui envoya une traduction d'anciens philosophes chinois. Il l'a lu et s'étonne de trouver ce texte incompréhensible pour finalement se demander s'il n'y avait pas des types de pensée imperméables les uns aux autres. Cela le conduit tout naturellement à la lecture d'ouvrages ethnographiques et il se convainc peu à peu de la grande uniformité des façons de penser des peuples primitifs. Nous avons là un premier postulat à son travail sur la mentalité. Premier postulat, il existe des peuples qui peuvent être qualifiés de primitifs. Deuxième postulat, la manière de penser, la mentalité est un trait commun à tous les peuples. En d'autres termes, ce n'est pas un niveau des techniques, de la science ou des modes de production qui peut servir de dénominateur commun à tous ces peuples, mais une manière de penser, c'est-à-dire d'appréhender le réel à travers les catégories de l'esprit. Troisième postulat, cette mentalité spécifique diffère également de la nôtre qui se caractérise en simplifiant par la science et la raison. Quatrième postulat, on revient au postulat de départ en notant qu'il y a une certaine uniformité des sociétés occidentales, de nos sociétés du Nord. Une division importante du monde existe, selon Lévi-Bruhl, entre eux et nous, entre raison et mentalité primitive. Ces points constituent le fondement même de toute la théorie de Lévi-Bruhl. Il posait au monde de son temps un problème lié à la gestion des sociétés coloniales. Qu'est-ce qui pouvait expliquer la division entre sociétés dominées et sociétés dominantes? Pourquoi les unes étaient-ils apparemment arriérées, stagnantes? En second lieu, Lévi-Bruhl apportait un début de réponse à un problème plus large, c'est-à-dire la question des différences entre les peuples, problème qui continue de nous fasciner aujourd'hui. Nous pouvons aussi noter ici l'importance du vocabulaire utilisé et son sens particulier. Ce qui intéresse Lévi-Bruhl, c'est la dichotomie, l'opposition entre deux modes de pensée qu'il qualifie de pensée prélogique et de pensée rationnelle. Lévi-Bruhl se réfère à Durkheim en introduisant le concept de représentation collective. Il en comprend ces manières de saisir le réel qui sont communes aux membres de groupes sociaux donnés, se transmettent de génération en génération, s'imposent aux individus et éveillent chez eux des sentiments de crainte, de respect et d'adoration. Il s'agit donc des éléments qui transcendent les différences individuelles et se retrouvent chez tout, ou en tout cas au-delà de chacun. Selon Lévi-Bruhl, les sociétés primitives se distinguent des autres par ce caractère omniprésent des représentations collectives. Lévi-Bruhl ne parle pas d'un groupe particulier, mais d'un ensemble de sociétés. Mais cela pose problème. Quelles sont les sociétés concernées? Quels sont les groupes qui sont primitifs? Pour Lévi-Bruhl, ces catégories semblent faire partie du sens commun et il ne se pose pas la question quelle société est concernée. Lévi-Bruhl signale l'existence d'une grande coupure. Il écrit « Tout ce que nous voyons leur échappe et il voit beaucoup de choses que nous ignorons. » Fin de citation. C'est ainsi que la pensée façonne le réel ou la mentalité. Les frontières entre le matériel et l'immatériel, le visible et l'invisible ne sont pas posées comme relevant du monde physique et de ses lois,
mais elles sont en fonction des aptitudes mentales des sujets ou plus exactement du groupe. Il ne faut pas perdre de vue que l'ouvrage de base de Lévi-Bruhl s'intitule « Les fonctions mentales ». Une différence de mentalité entraîne alors une différence de monde. Certes, les sauvages ont les mêmes sens que nous et aussi le même appareil cérébral, mais la force de la mentalité est telle qu'ils ne perçoivent rien comme nous. Fin de citation. Selon Lévi-Bruhl, ce principe est davantage l'apanage des sociétés primitives et il les distingue de nos sociétés du Nord. Nos propres perceptions tendent à être objectives et même à écarter tout ce qui n'est pas objectif. Nous voyons le monde tel qu'il est. Par contre, les sociétés primitives mettent l'accent sur des forces occultes, des propriétés mystiques. On peut alors parler d'une mentalité, comme ils l'appellent, mystique. Pour eux, tout ce qui existe a des propriétés mystiques. La réalité elle-même est mystique. Les Indiens de Guyane n'améliorent jamais les objets et outils qu'ils utilisent. Ils se gardent de les transformer tant ils craignent d'en affecter les propriétés mystiques, les forces cachées. De même, les Chinois ne peuvent concevoir l'ombre comme une absence de lumière. Selon eux, elle révèle une présence occulte, mystique. Le rêve n'est pas non plus conçu comme une activité nocturne. Les Xéyoks suivent un traitement s'ils rêvent d'être mordus par un serpent. Ce qu'ils voient en rêve est aussi réel que ce qu'ils perçoivent quand ils sont éveillés. De plus, le rêve est une forme privilégiée de communication avec le monde des esprits. Il n'y a, chez le primitif, pas de contraste entre le monde mystique et la réalité objective. Pour le primitif, il n'y a pas de nette démarcation entre le naturel et le surnaturel. Cette confusion entraîne le primitif vers une logique qui diffère de la nôtre. Il est aisément conduit à prendre un événement antécédent pour une cause. Ainsi, la soutane d'un curé peut être accusée d'avoir causé une sécheresse pour la simple raison que des missionnaires ont pénétré dans une région au début de l'été. Il y a selon eux un rapport mystique entre un antécédent et un conséquent. Cette logique est appelée par Lévi-Bruhl comme pré-logique. Ce mode de pensée est régi par une loi de participation entre le monde physique et le monde mystique. Lévi-Bruhl ne dit pas que l'homme primitif est irrationnel et illogique. Sa logique n'est pas rationnelle. Cette mentalité n'est pas intelligible non plus, selon lui. Selon Lévi-Bruhl, la pensée primitive est peu incline à l'abstraction, car l'abstraction présuppose l'homogénéité du monde. Les Indiens d'Amérique du Nord prennent grand soin d'exprimer les détails pour concrétiser le plus possible. Pour dire un homme a tué un lapin, ils disent quelque chose comme un homme, lui, animé, debout, a tué exprès en lançant une flèche, le lapin, lui, animé, assis. C'est ainsi que la langue des primitifs peut se comprendre comme une forme sophistiquée du langage des signes. Elle insiste sur le détail, la localisation du mouvement. C'est pourquoi la langue est essentiellement descriptive. Elle a une fonction picturale. Par exemple, je cite, c'est à 3 heures de marche, se dira, si vous partez quand le soleil est là, vous arrivez quand il est là. Fin de citation. Souvent donc, les auxiliaires gestuels descriptifs accompagnent le mot. Plus un groupe se rapproche de la pensée prélogique, plus les images concepts y prédominent.
Les systèmes de numération note Lévy-Bruhl sont de même simplifiés à l'extrême. Beaucoup de sociétés d'Amérique du Nord n'ont de chiffres que pour 1, 2 ou 3. Au-delà, on parle de beaucoup, d'une multitude, d'une foule, à l'époque bien sûr de Lévy-Bruhl. Dans de nombreuses populations étinales, on utilise des parties du corps pour compter. Les doigts, les orteils, les membres servent à énumérer. On pense un nombre pour lui-même sans le rattacher à un ensemble logique, une série. Des idées très similaires vont être développées dans les autres ouvrages de Lévy-Bruhl, et notamment dans l'âme primitive, la mentalité primitive, la mythologie et le surnaturel, et la nature dans les sociétés primitives. Dans ce dernier ouvrage, le philosophe s'applique à montrer comment la mentalité primitive est incapable de séparer les choses d'éléments surnaturels. Pour les primitifs, le miracle n'a rien d'étonnant, il fait partie de l'ordre normal des choses. La vie entière en principe baigne donc dans le surnaturel. Toute action, tout déplacement, toute entreprise doit tenir compte de ces puissances naturelles. Si on peut conclure de cette présentation de quelques sociologues et anthropologues du début du siècle, il ne manque à l'école française que l'observation participante pour passer du côté de l'ethnologie moderne. Mais elle procure à cette dernière une capacité comparative et interprétative qui allait parfois lui faire défaut. Pour finir, encore quelques questions qui vous permettront de situer le contenu de cette science dans un ensemble plus grand de faits actuels. Arrêtez s'il vous plaît le diaporama et discutez ces questions. Pourquoi donner des cadeaux aux enfants est acceptable mais l'achat d'automobiles pour les athlètes des universités est interdit? L'achat d'une automobile, un cadeau à prix élevé, impliquerait un contre-don qui est biaisé et qui se rapprocherait à ce que nous comprenons comme corruption. Si de cette manière le joueur est lié à l'université, les enfants en tant qu'êtres dépendants reçoivent par contre la plupart du temps des cadeaux à un prix moins élevé dans le cadre des rapports familiaux. Que faire si une mère porteuse décide de garder son bébé? En France, il est illégal de recourir à une mère porteuse. Si un couple utilise l'insémination artificielle pour avoir un enfant et la mère porteuse décide de garder l'enfant, les 3 personnes risquent des peines de prison. Le sang doit-il être donné ou vendu? En tant qu'individu, nous avons un groupe sanguin particulier qui peut être recherché par les hôpitaux. Pour les personnes pauvres, le sang peut être un des seuls biens qu'ils arriveront à vendre en échangeant leur sang contre une somme modique d'argent. Et si on payait les femmes au foyer, les maris? La question se réfère au secteur du travail reproductif, souvent réservé aux femmes qui s'accompagnent sans aucune rétribution financière de leurs enfants, du mari et du foyer. Il s'agit d'un travail qui la plupart du temps est lié à l'institution du mariage. Le don de la femme, et non pas de l'homme, mériterait d'être rétribué. Pour finir, encore quelques références bibliographiques. De Liège-Robert, une histoire de l'anthropologie, édition du Seuil, Paris 2013.